des mises en cause. On continue finalement sur cette thématique. Merci à vous trois. Et Audrey nous rejoint. Alors la plupart d'entre vous connaissent Audrey. Peut-être plus maintenant, elle dit, parce que ça fait un moment. Mais si, tu es une intervenante régulière des journées de l'ANISCG. Donc, on se rappelle de toi. Tu es psychologue clinicienne, mais tu as été aussi dans une vie antérieure. Tu as été intervenante sociale en commissariat. Et tu es une des membres fondatrices de l'association depuis 2003. Et tu es trésorière, ce qui amène beaucoup de respect envers toi. Tu as un rôle majeur et stratégique. Plus sérieusement, là, la question, finalement, c'était de dire comment on met au travail dans cette question du travailler avec des personnes mises en cause. Et ça a été travaillé, en tout cas, ça a été abordé, ce qui est le début d'un travail, lors des réunions régionales, un peu partout en France, où à un moment est venue la question, qu'est-ce qui fait que... est-ce que vous travaillez avec des personnes mises en cause et si oui, dans quel cadre? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas alors que, si on lit la circulaire, c'est un des publics tout à fait comme les personnes victimes, sur le papier en tout cas. Donc l'idée, c'était de faire remonter quelques éléments un peu convergents que j'ai pu entendre dans différentes réunions à partir des propos des intervenants sociaux et de proposer à Audrey de commenter un petit peu ces remontées-là. Et on a choisi de les faire remonter à travers la question notamment des freins liés à la représentation des personnes mises en cause. Souvent, il y a des stéréotypes qui existent, il y a des stéréotypes de genre, mais il y a aussi des stéréotypes qui s'attachent à la personne, l'association entre le passage à l'acte et la personne qui produirait le passage à l'acte. Ce sont des stéréotypes puissants. Il y a des stéréotypes aussi de genre, du côté de la masculinité et la violence, par exemple. On a des facteurs qui pèsent sur la façon de voir le monde. Et nos stéréotypes sont évidemment des éléments qui sont puissants et agissants. Il y a l'image du monstre, de la dangerosité. Alors, c'est rarement exprimé comme ça, mais quand il y a une description de ce qui freine, cette idée-là, finalement, de la dangerosité de la personne, c'est-à-dire une dangerosité qui serait essentialisée. Pour moi, intervenant ou intervenante sociale, je pense que cette personne est dangereuse, mais elle l'est dans tous les espaces. C'est-à-dire, puisqu'on sait qu'elle l'a été peut-être dans son couple, et c'est souvent le cas, il y a l'idée d'une dangerosité étendue et qui me met, moi, en danger peut-être du fait d'être au contact de cette personne-là. Donc c'est l'image, en effet, de la dangerosité. Il y a une question de bien ou de mal. Il est aisé de dire que les travailleurs sociaux sont dans le non-jugement. C'est un des principes éthiques du travail social, le non-jugement. Il est bien plus difficile d'être non-jugeant. Et on sait bien que, évidemment, le non-jugement, ça n'existe pas. Il n'existe de non-jugement que dans une traduction de nos jugements qui sont domptés, en réalité, qui sont maîtrisés, essayer d'être contenus. Ça, c'est ce qu'on appelle le non-jugement réel. Mais le non-jugement, dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est un des points forts. Et des fois, on est en effet extrêmement jugeant avec les personnes que l'on risque de réduire aux actes. Et en effet, on rapproche la personne de l'acte. Et l'acte évoque chez nous quelque chose de l'ordre du bien ou du mal. Une catégorisation morale. Il y a la connaissance des faits aussi. Il peut y avoir une forme de dégoût ou de révulsion quand on a un compte-rendu d'intervention dans lequel il peut y avoir des détails sur ce qui s'est produit, l'état des personnes, l'état des enfants. On a... au revoir, Édouard. Petit aparté. Il y a vraiment quelque chose de... Puisqu'on est très près des faits, et les faits sont en général crus, bruts, abrupts, voire déstabilisants, il peut y avoir une répulsion à l'idée, qui est associée aussi à l'idée d'être en contact avec la personne mise en cause, c'est-à-dire l'auteur des fameux faits qui sont évidemment abjects.
Donc la première question que je souhaitais poser à Audrey, c'est comment réduire le jugement pour les professionnels dans leur intervention quotidienne, confrontés à des faits qui sont éminemment, qui convoquent le professionnel sur le jugement, justement. Donc, moi, je vais vous parler de ma place de psychologue clinicienne et de mon expérience auprès de détenus, puisque je travaille je travaille entre autres dans une maison centrale donc, qui accueille des longues peines, dont des auteurs de... Là, on n'est plus sur de la violence conjugale, on est sur du meurtre. Le préambule, ce serait peut-être de revenir sur la question de la violence, en disant que la violence fascine. Fascine, c'est-à-dire qu'elle interpelle, elle intéresse dans le sens où on a envie d'en avoir une connaissance de pourquoi finalement on est violent, mais en même temps, elle inquiète, elle sidère. On est tous aux prises avec des stéréotypes sur les auteurs, que ce soit sur la question de leur dangerosité, mais sur même les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à faire du mal. Ça interroge aussi notre propre rapport à notre propre violence et à notre propre impulsivité, c'est-à-dire si l'autre est en capacité de faire du mal, qu'est-ce que moi je peux faire aussi ? La tentation est grande de cantonner les auteurs dans la catégorie des pervers qui pourraient jouir de leurs actes et jouir de faire du mal à l'autre. Or, dans la violence conjugale, bien sûr qu'il peut y avoir des cas de perversion, mais on n'est pas sur ce registre-là. On n'est finalement pas vraiment sur ce registre-là. Quand on parle de pervers, finalement, ça rassure, parce que qui dit pervers dit inaccessible aux soins, quel que soit le soin, social, psychologique, psychiatrique, tout ce que vous voulez. Qui dit pervers dit inaccessible au remords, inaccessible à la culpabilité. Donc, il n'y a pas besoin de le prendre en charge. Pas besoin de s'en occuper. Dans ce cas, comment effectivement sortir peut-être de ces mécanismes de protection qu'on a pour recevoir les auteurs ? Comment sortir de ces représentations pour en entendre quelque chose ? Une des solutions, me semble-t-il, consiste à poser sur cette situation une analyse ou du moins un regard psychologique en tentant de répondre à la question en quoi le passage à l'acte violent est-il, pour l'auteur, une solution ? Certes inacceptable, certes illusoire, mais quand même une solution. Cette approche qu'on appelle approche analytique suppose d'interroger les fragilités narcissiques et psychiques de l'auteur et de comprendre l'effet de la relation conjugale sur lui. Mon expérience auprès d'auteurs m'a permis de constater que beaucoup d'entre eux présentaient dans leurs histoires de vie des carences affectives, des carences éducatives et des violences, des maltraitances, quel que soit le type. Ces carences et maltraitances ne leur permettent pas de se construire sur une base de relations solides à l'autre. Parce que très jeune, finalement, l'autre est celui qui fuit, celui qui trahit, celui qui ne protège pas, celui qui maltraite. Donc finalement, l'enfant, quand il va grandir, va chercher constamment à s'entourer de personnes chez qui il va penser, ou pour qui il va penser qu'ils vont pouvoir remplir le manque d'amour initial. Et c'est dans la relation conjugale que l'autre va souvent, que l'auteur, c'est catégorie, mais bon, que l'auteur va chercher chez l'autre une manière de se réparer. Et le choix du conjoint n'est jamais finalement un hasard. L'autre est toujours recherché parce qu'il présente des similitudes avec ma propre histoire. Donc je me reconnais en lui, il y a quelque chose chez lui qui résonne en moi, donc je vais me sentir en sécurité, donc je vais le choisir. Et en même temps que je le choisis parce qu'il me ressemble, je lui demande de me réparer. Sauf que l'autre qui me ressemble présente lui aussi ses propres vulnérabilités, ses propres fragilités, et finalement ne va pas pouvoir répondre à ce que moi j'attends, c'est-à-dire à un trop-plein peut-être d'amour, à un trop-plein de présence, à quelque chose qui serait de l'ordre de cette dimension de dépendance affective, de fusion. Et donc finalement, lorsque moi je vais me rendre compte que l'autre ne me donne pas tout ce que j'ai envie, ne répond pas à mes demandes, voire que là où je l'attends, il est fragile, là où je l'attends, c'est-à-dire là où moi je suis fragile, lui aussi il est fragile, il va se produire un effondrement psychique, des angoisses massives, où finalement je vais perdre pied parce que je n'ai plus rien sur qui m'attacher. Donc à ce moment-là, l'autre qui a été choisi comme une sorte de bouée de sauvetage va devenir persécuteur, va devenir celui qui trahit à nouveau, celui qui fuit, celui qui n'est pas là où je lui demande. Et on voit bien là l'effet de la répétition et de la reproduction par rapport à l'histoire de vie.
Du coup, la seule manière pour l'auteur de s'extraire de ses angoisses, ça va être de réduire l'autre à la position d'objet. S'il est objet, il n'est plus sujet. S'il n'est plus sujet, il n'a plus cette capacité de prendre de la distance avec moi et de fuir. Et on peut facilement comprendre que la manière la plus rapide de réduire l'autre au silence, c'est la violence. Donc on pourrait dire que la violence est une manière d'annuler la perte. Quand je parle de perte, on n'est pas forcément sur la question de la perte physique réelle, mais la perte, c'est tout ce qui va être l'écart ou le sentiment de manque, de vide qui peut s'instaurer dans une relation conjugale parce que mon conjoint va s'intéresser à autre chose qu'à moi, va je sais pas, chercher un nouveau travail et puis va être pris par son travail parce que la compagne va être prise par les enfants, donc ne va pas être là que pour son mari. Ça crée une perte. Et dans ce cas où la violence est utilisée comme moyen d'annuler la perte, de réduire l'autre à la position d'objet qu'on peut contrôler, sur lequel on pense avoir une maîtrise, cet acte de violence apporte un soulagement pour l'auteur. C'est-à-dire que ça vient faire tomber les angoisses. Donc on n'est pas là sur quelque chose qui serait de l'ordre de jouir de la violence que je fais à l'autre, mais juste de me sentir apaisé. Or, cet apaisement n'est qu'illusoire, bien entendu, parce que quand bien même la violence serait régulière, intense, fréquente, l'autre n'en reste pas moins sujet. Et que la violence, quelle qu'elle soit, ne parvient jamais à complètement enlever la subjectivité du conjoint, à part la mort, bien entendu. Donc finalement, on comprend que cette question de la relation conjugale, ce qui vient faire couple, amène les auteurs à être dans un rapport de violence qui ne s'éteint jamais et qui, s'il n'est pas pris en charge, amène à être reproduit, quelles que soient finalement les victimes ou les femmes qui passent au travers de sa vie. Oui, donc je disais, on voit ici bien le signe de la répétition et on comprend que l'impasse de travailler avec les auteurs, si on revient sur cette question de la prise en charge des auteurs, on comprend que l'impasse de travailler avec les auteurs enferme les intervenants, donc là, les intervenants sociaux, mais je pense tous les intervenants dans cette catégorie de la violence conjugale, à être dans un rôle de secours des victimes, toujours à répéter, parce que l'auteur choisira une autre compagne qui fera rejouer le même scénario. Voilà pour cette première question. Premier élément de réponse sur la question en effet de la réduction du jugement par la connaissance finalement de ce qui produit la mauvaise solution, ce qui change peut-être le regard qu'on peut avoir et donc du coup le jugement qui en ressort. Les freins liés aux effets sur soi, alors là en recensement, des points qui remontent, la peur prégnante ou diffuse. Tout à l'heure, on parlait du danger. Et le danger génère quelque chose qui est de l'ordre de la peur. C'est un sentiment qui peut être envahissant, qui peut être présent sans être forcément tout à fait identifiable des fois, d'où la question du diffus. La tentation du justicier, c'est-à-dire que, et c'est d'autant plus fort sur peut-être les postes qui sont en commissariat gendarmerie, qui sont à côté de services qui agissent dans un autre registre, qui mettent en branle l'action judiciaire. Il y a une telle proximité que la tentation du justicier, qui sans doute existe chez la plupart d'entre nous, voire la totalité, peut se mettre au travail. La tentation du justicier, c'est par mes actes, je vais produire je vais faire justice, je vais faire payer à l'auteur ses actes. Il y a aussi une appréhension qui est celle de la crainte de prendre parti, c'est-à-dire rentrer dans une situation, rencontrer un mis en cause, c'est quasiment associé à une prise de parti. Ce qui est rarement d'ailleurs, vient rarement en tout cas en débat quand c'est la question des victimes. Ce n'est pas associé à une prise de parti. Mais voilà, il n'y a pas une symétrie des situations pour le coup, c'est deux réactions asymétriques. Il y a la crainte d'être déstabilisé et de ne plus savoir qui est qui. Ça, c'est un élément aussi important. C'est un des éléments de stabilisation qu'on peut rencontrer, c'est les professionnels qui ont rencontré une personne qui a été victime, qui s'est présentée comme telle. Et puis, par le hasard, alors soit par vraiment le hasard, c'est-à-dire quelqu'un qui a demandé à être rencontré sans qu'il soit fait un lien avec le fait que c'est le mari ou le compagnon de la dame qu'on a rencontré 2 jours plus tôt, ou alors de façon explicite demande à rencontrer.
ben, d'un coup, il y a une autre expression, il y a une autre réalité de la situation qui s'est passée. Il explique que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'en fait, il s'est passé autre chose. Et il y a une crainte à être déstabilisé, de ne plus savoir finalement qui est l'auteur, qui est la victime. Et des fois, ça peut en effet déstabiliser les professionnels. Et d'où la question, c'est comment limiter ces effets qui pèsent sur le professionnel aussi dans sa relation à la question de mise en cause. Alors, je vais commencer par dire que la rencontre avec l'auteur met le professionnel dans une position de spectateur. Spectateur d'une violence qu'il doit écouter et qui produit, comme on l'a dit tout à l'heure, des effets de sidération, des effets de dégoût. Les auteurs, en tout cas certains, peuvent aussi jouir un peu de l'effet que peut produire leur discours sur les professionnels. C'est quelque chose qu'on peut voir, et la question c'est comment ne pas être finalement pris par ou pris dans cette jouissance-là de l'auteur, comment savoir en résister, comment savoir y résister. Je pense que le risque est grand dans ces moments-là qu'on puisse vouloir prendre une position dont le but serait de finalement résister à cette forme de jouissance en étant dans quelque chose qui serait de l'ordre de la puissance, voire de la toute-puissance, et en prenant une place finalement qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire en faisant barrage, en disant on arrête là l'entretien, et en coupant quelque chose. Et à ce moment-là, ne pas recevoir l'auteur, ce serait une forme de protection, c'est-à-dire de l'empêcher de pouvoir jouir du discours produit sur nous et de se protéger. Autre élément dans le discours de l'auteur, ça va être le positionnement de certains auteurs qui vont chercher à se dédouaner des faits en responsabilisant la victime. Et là, on peut se trouver dans une position de justicier où on va sortir peut-être de notre rôle pour venir réexpliquer qui est l'auteur, qui est la victime. Et là, on pourrait peut-être aussi dire « je ne reçois pas l'auteur parce qu'il ne reconnaît pas complètement les faits », dans cette idée qu'on va venir protéger la victime ou faire justice à la victime, en même temps qu'on lui fait, lui, punition. Donc en fait, le fait d'être spectateur de cette situation de violence et surtout du discours qui est produit, que ce soit d'ailleurs par l'auteur ou par la victime, peut amener le professionnel à se mettre dans une position de réparer les torts. Mais ce positionnement peut conduire l'intervenant, alors l'intervenant social, mais encore une fois tout type d'intervenant, à se mettre dans une position de toute puissance. Et la clinique psychothérapeutique, la clinique analytique, montre bien les effets de cette position. L'interventionnisme a presque toujours, alors je ne marque pas presque toujours parce qu'il ne faut pas trop généraliser, mais a presque toujours des effets contraires. La personne, qu'elle soit victime ou auteur, mettra en échec les démarches simplement parce que ça vient de l'autre, parce que c'est quelque chose qu'elle ne s'est pas approprié, et parce qu'elle est aux prises avec un fonctionnement qu'elle va rejouer avec nous. Simplement parce que nous, on va prendre parti dans cette situation où qu'on va se situer sur les rôles auteur-victime, on est à ce moment-là pris dans leur jeu, que ce soit du côté de l'auteur ou de la victime, et finalement, on est embarqué dans une répétition qui va se produire. Moi, il me semble que la manière de pouvoir s'échapper de cet enfermement dans lequel peuvent nous piéger inconsciemment, parce qu'on est souvent quand même sur un plan inconscient, auteur et victime, c'est de s'arrimer à la position éthique. Et à votre cœur de métier, du coup, qui est écouter et accompagner. Cela suppose de pouvoir sortir des catégories auteur-victime. Et je pense que c'est aussi là que se joue quelque chose du dénouage, c'est-à-dire arriver à ne plus peut-être pouvoir considérer les gens qu'on a en face comme c'est lui l'auteur, c'est lui la victime, ou peut-être que l'auteur est aussi la victime ou la victime est aussi l'auteur, pour pouvoir considérer les gens qu'on a en face de nous comme des personnes en difficulté, comme on disait ce matin un peu par rapport à l'observatoire, la définition des personnes en difficulté, quels que soient finalement les faits qui peuvent y avoir. C'est précis ? Troisième question, alors la question de positionnement éthique et de voir la personne comme une personne avant de voir la catégorie, c'est en effet une entrée majeure, peut-être pour limiter ces fameux effets. Les freins qui sont liés à la relation avec la victime, c'est la troisième catégorie de freins qui peuvent être énoncés.
Qu'en penserait-elle si elle sait que je vais recevoir monsieur l'auteur, en tout cas? Quelle alliance sera possible avec elle si jamais, justement, je suis engagé dans un travail d'accompagnement, d'information, même de simple contact avec le mis en cause? Un sentiment de trahison, c'est finalement, en faisant ça, je peux entrer dans une forme de trahison. J'ai l'impression de trahir la victime, du fait d'être en contact avec le mis en cause dont elle m'a dit tout le mal qu'il fallait penser. Et du coup, comment identifier le registre relationnel sur lequel on se situe dans ce type de questions finalement qui apparaissent? Alors, pour répondre à ces questions, je vais repartir de la question de la violence conjugale, parce que ça me semble être quelque chose de central. La difficulté de positionnement d'un intervenant, elle est typique de ce qui se passe dans la violence conjugale. Rappelons que la violence dans le couple se soutient des positions d'auteur et de victime. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a auteur parce qu'il y a victime, il y a victime parce qu'il y a auteur. Ceci renvoie à ce qu'on appelle en psychanalyse la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître n'existe que parce qu'il y a un esclave qui le reconnaît à cette place-là. Et c'est pour moi tout l'enjeu de la violence conjugale, c'est la dimension de la violence psychologique et de la violence d'emprise qui se joue et qui finalement amène la victime à reconnaître d'une certaine manière la place de l'auteur à l'autre. On est quelque chose de la dynamique, on est dans l'ordre de la dynamique. Et la violence conjugale, pour moi, doit se penser en termes de dynamique. Il n'est bien entendu pas question ici de poser un jugement sur est-ce que la victime est responsable au même titre que l'auteur. Bien sûr que non, on est tous d'accord là-dessus. Mais en termes de dynamique, c'est-à-dire qu'elle a des ressources, comme a pu dire aussi Estelle tout à l'heure, elle a des ressources et la question du changement, de la séparation, mais même elle, du fait de ne pas reproduire un climat de violence dans lequel elle pourrait se retrouver ultérieurement, vient aussi d'elle et vient de ce qu'elle pu mettre aussi dans son couple, tout comme au niveau de l'auteur. Donc, quand on réfléchit à cette idée de dynamique, on n'est plus sur la question du bien, du mal, comme on disait tout à l'heure, de l'auteur ou de la victime. Ça voudrait dire qu'on peut travailler avec les deux. Alors, peut-être, comme Estelle, par moments dans la même temporalité, mais peut-être dans des temporalités différentes. Et pour moi, si on reste sur cette question de l'éthique, on doit pouvoir recevoir une personne, quelle que soit sa situation pénale, à partir du moment où elle amène une difficulté qui est d'ordre social, mais qui peut être d'ordre aussi psychologique, si on parle des psychologues en commissariat. Si par contre on reste sur cette idée de bien ou de mal, ou de victime et d'auteur, ça voudrait dire que, comme ça ressort un peu ici, travailler avec l'auteur, ça serait trahir la victime, ou ça serait dénier à la victime peut-être son statut de victime. Il me semble aussi que cet accrochage parfois qu'on peut avoir à la victime, elle vient aussi résonner avec la position de sauveur dans laquelle on peut se placer facilement, intervenants sociaux mais psychologues. Voilà, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on ne fait pas ces métiers par hasard, et que bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent résonner aussi avec les propres motivations qui ont été les nôtres pour s'orienter dans cette voie du social ou du soin. Donc, effectivement, on peut se mettre dans une position de sauveur, donc soit sauveur en faisant un peu le justicier, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi sauveur en disant j'ai vu la victime, je ne prends en charge que la victime, parce que je ne peux pas intervenir auprès de l'auteur, sinon je ne sauve plus la victime. Donc, une des manières de dépasser ce frein, comme je disais, c'est de prendre en compte peut-être la violence conjugale comme une dynamique et de sortir, si on prend la violence conjugale comme une dynamique, on va s'intéresser à la question de quelle place chacun prend, en quoi la place qu'il prend vient dire quelque chose de sa propre histoire, vient dresser un peu le portrait d'une trajectoire de vie, qu'est-ce que ça vient dire de ce qui se répète pour elle, de ce qui se répète à travers le choix du conjoint, et là je parle aussi bien de l'auteur que de la victime, et dans ce cas-là on se décale un petit peu d'auteur-victime pour venir un peu appréhender qu'est-ce qui se passe dans le couple. Alors il ne s'agit pas d'être dans une forme de thérapie, mais simplement d'en venir questionner
même comme le dit un peu Estelle, qu'est-ce qui a fait couple, pourquoi cette rencontre-là, pourquoi ce choix-là du partenaire, pourquoi lui et pas un autre. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent venir déjà vous éclairer sur ce qui se répète. Et à ce moment-là, je pense qu'on revient sur la question de l'éthique. Enfin, je suis un petit peu peut-être en boucle là-dessus, mais je trouve que c'est quand même le point peut-être le plus essentiel à tous ces freins, de venir dire finalement, avant que ce soit une personne victime, auteur, un primo-délinquant ou je ne sais quoi, ça reste une personne en souffrance, quelle que soit sa souffrance. Et que ça, il me semble qu'on est tous légitimes à pouvoir accueillir une personne en souffrance. Et je me demande si effectivement une victime ne pourrait pas entendre qu'on peut accueillir son conjoint par rapport à la souffrance que lui, il peut avoir, voilà, soit de l'acte qu'il a commis, soit d'autres choses. Voilà, ça questionner. Et oui, ce que je voulais aussi peut-être ajouter, c'est de prendre en compte que dans la dynamique de la violence, que la relation à l'autre est souvent le déclencheur de la violence. Et qu'effectivement, travailler sur la question de la relation, alors que ce soit en couple ou que ce soit pour chacun d'entre eux, qu'est-ce qui fait relation, comment se construit le lien à l'autre, ça permet de venir aussi poser quelque chose d'un décalage pour les personnes, pour qu'elles-mêmes puissent commencer à comprendre aussi comment elles se mettent en position, soit d'agresser, soit d'être dans une forme de passivité qui ferait que finalement ce sont des personnes qui se retrouvent toujours d'une manière ou d'une autre attaquées. Je ne dis pas que c'est imaginé hein, sur un plan réel, mais attaquées par différentes personnes. Voilà, je disais enfin, mais je crois que je me répète, mais bon, se centrer sur le lien à l'autre permet de sortir de la catégorisation bien-mal et de s'extraire du risque de confusion de place qu'il pourrait y avoir même avec l'institution qui nous accueille. Merci. Du coup, Audrey, donc la question de la relation est revenue de façon importante. On ne peut pas rater l'intérêt qu'il doit y avoir à la relation. On ne peut pas comprendre la personne si on ne la met pas dans le contexte relationnel dans lequel elle se situe. Tu nous as donné des entrées et des clés de lecture. Dans le contexte relationnel, et même au-delà de ça, quand on a un petit peu de temps avec les victimes, je ne sais pas si ça peut être votre cas ou pas, mais dans le contexte même familial dans lequel elle est issue, la victime est l'auteur. C'est-à-dire revenir sur le couple, mais l'inscription dans la famille, les places dans la famille, la manière dont elle a pu se construire enfant, voilà. D'accord, mais ça c'est peut-être plus la psychologue qui parle que... Oui, mais je pense que ça peut... on peut ébaucher peut-être un travail voilà, de ce côté-là. Savoir voilà. Est-ce qu'il y a eu dans la famille des formes de violence, qu'est-ce qu'elle a pu voir aussi, enfin voilà. Tout à fait. Bon, c'était très riche et très complet. Il est 16h30. Est-ce qu'il y a une question ? C'est l'heure où normalement tout le monde pense à ne pas rater son train ou souhaite rentrer et profiter du week-end. Bon, merci Audrey de cette intervention. On va conclure cette journée.